bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés Oui, et bienvenue. Nous allons commencer. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est quand même qui tient à cœur un peu toute la population et tout le monde. Il s'agit donc des fissures. Les fissures, ce qui interpelle, ce qui fait peur parfois. Donc, nous allons tenter à travers ce petit webinaire de vous apporter quelques précisions techniques et quelques réponses afin de mieux appréhender la problématique des fissures dans votre maison. Donc, bien entendu, que la maison soit récente ou ancienne, au bout d'un moment, vous les voyez, les fissures, elles apparaissent. Et donc, c'est tout à fait normal parce qu'un bâtiment étant implanté sur un terrain, donc sur du sol, donc il subit toutes les variations de ce sol. Et donc, à ce moment-là, même bien qu'on ne s'en rende pas compte, notre construction bouge et les fissures apparaissent donc. Bon, il s'agit d'ailleurs de bien les différencier et c'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Donc, bien entendu, il y a celles qui sont esthétiques, qui ne font peut-être pas faire plaisir au quotidien, comme vous les verrez, mais elles ne sont pas dangereuses, on va dire comme ça. Et puis, il y a celles qui sont dangereuses, c'est-à-dire qui représentent un danger pour la stabilité et la solidité de votre construction. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une fissure? Parce qu'il faudrait quand même savoir de quoi il s'agit. Donc, c'est une fente longiligne ou une craquelure visible qui affecte la surface d'une maçonnerie, d'un enduit, d'un dallage ou d'un appareil sanitaire. Donc, ça peut survenir à n'importe quel endroit de la maison. Donc, on les distingue en fonction de leur taille, de leur orientation et du fait qu'elles sont actives ou non, parce que c'est un phénomène qui n'est pas figé. Alors, donc, les bords de la fissure sont appelés les lèvres et l'écartement qui est entre les lèvres est appelé amplitude. C'est à partir de l'amplitude, donc c'est le nombre de millimètres ou de centimètres, que l'on peut savoir dans quelle catégorie de fissure nous sommes les causes. Donc, évidemment, plusieurs causes sont à l'origine de l'apparition des fissures. Donc, il y a plusieurs explications. Donc, il y en a certainement que vous avez qui vous paraissent évidentes. Donc, comme par exemple la sécheresse. La sécheresse, ça modifie la composition des sols et les constructions subissent un petit peu cette transformation, cette altération des sols. De la même manière que les pluies, une fois qu'on a les pluies, donc c'est le phénomène inverse. Donc, la maison a tendance à suivre un petit peu les mouvements du terrain. Et donc, c'est pour ça que j'ai d'abord mis les infiltrations, parce que l'eau de pluie, forcément, cherche un chemin, un espace. Ensuite, vous avez également les catastrophes naturelles. Nous sommes dans un territoire à forte sismicité et évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de ces variations de la nature qui forcément impactent nos constructions. Et puis, il y a aussi, malheureusement, et souvent c'est ce qui interpelle, les malfaçons et les défauts de construction, parce qu'il faut savoir que la qualité d'exécution contribue à avoir ou ne pas avoir une quantité de fissures. Si le travail est bien fait à la base, normalement, les risques d'en avoir sont moindres, forcément. Alors, nous allons donc aller un petit peu plus loin au niveau des fissures, des types de fissures. Donc, vous avez trois grandes catégories de fissures. Trois grands groupes de fissures qu'on répertorie en fonction de leur taille. Donc, vous avez d'abord les micro-fissures, les fissures fines et les lézardes. Donc, il y a un certain nombre de termes de sous-catégories qu'on peut identifier. Donc, vous avez les verticales, les horizontales, les traversantes, les obliques, les microscopiques et les infiltrantes, et bien d'autres. Donc, nous allons détailler un petit peu tout ça. Donc, au niveau des microfissures, nous avons deux types généraux. Donc, il y a ce qu'on appelle les microfissures horizontales ou verticales, que l'on retrouve en général au niveau des jonctions. Donc, ça peut être entre un mur de façade et ce qu'on appelle un linteau
chaînage, c'est-à-dire la partie structure du bâtiment. Donc, ce sont deux matériaux différents, donc, qui travaillent et qui résistent et qui réagissent différemment. Donc, forcément, la jonction entre les deux, assez souvent, nous avons ce phénomène de fissure horizontale ou verticale. Donc, il y a aussi les micro-fissures de retrait. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve en général lorsqu'on est au stade de la réalisation de bâtiments. Donc, par exemple, au niveau des enduits, quelquefois, quelques temps après, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de retrait. C'est-à-dire que la gâche, le ciment prend un petit peu sa place. Et si le mortier n'a pas été bien composé, bien dosé, là, vous avez ce phénomène, c'est-à-dire qu'au séchage, vous aurez des petites fissures qui apparaissent. Alors, évidemment, ces fissures sont inoffensives. En général, il y a juste un peu de... Elles sont souvent mal placées et elles ne sont pas à leur place et ça ne fait pas joli, quoi. En général, à moins qu'elles évoluent et qu'elles laissent passer de l'humidité, donc là, ça peut être un petit peu plus inquiétant. On dira qu'a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, dans le groupe des micro-fissures, il y a ce qu'on appelle le faïençage. Donc, le faïençage, tout le monde en a, pratiquement dans chaque pièce, même dans la pièce dans laquelle je suis, il y en a. Donc, ce sont des fissures superficielles. Donc, ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée. Donc, c'est juste sur la petite couche d'enduit. C'est de l'esthétique, encore une fois. Et en général, des fois, il faut reconnaître quand même que lorsqu'on voit ça, on pense déjà que c'est peut-être trop très grave ou que ça pourrait devenir grave, alors qu'il y a vraiment rien à craindre, en fait. C'est juste de l'esthétique. Et ce, quel que soit, comme je le disais au départ, quel que soit l'âge du bâtiment, ça peut se manifester plus ou moins rapidement. Voilà, tout simplement. Alors, nous avons aussi les fissures fines. Donc, c'est le deuxième groupe, en fait, on va dire, les fissures. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu plus larges, plus facilement repérables. Mais c'est toujours, en termes d'impact, c'est toujours sous l'enduit. Donc, il n'y a pas encore de grand danger réellement. Parce qu'un enduit, il faut savoir quand même qu'un enduit, en moyenne, c'est 1,5 cm d'épaisseur. Et donc, ces fissures, parfois, elles traversent tout l'enduit. Mais, encore une fois, c'est toujours de l'esthétique, à condition, bien entendu, qu'elles ne dépassent pas on va dire ce créneau de largeur. C'est-à-dire qu'au-delà des 2 mm, là, on peut commencer à se poser des questions. Donc, comme je disais, quel que soit le type de fissure, toujours surveiller, toujours avoir ce côté observation, voir s'il y a une évolution, parce que après, la fissure peut rester des mois, voire des années, et puis un beau jour, il y a une évolution. Donc, il faut suivre, toujours suivre, et bien entendu, en cas d'inquiétude, n'hésitez pas donc à faire appel à un professionnel. Nous allons voir un peu plus loin comment on peut le faire pour faire les contrôles adéquats. Alors, au niveau des fissures fines, donc on a encore une décomposition. Nous avons 4 types de fissures. Donc, nous avons les fissures horizontales. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien la première image en haut. C'est assez caractéristique, c'est-à-dire que vous avez votre poutre, la partie basse du mur, c'est la poutre. Vous avez le remplissage au-dessus, en brique en général. Et à la jonction des deux, vous avez cette fente, cette petite fente. Et donc, pas esthétique, toujours pareil. Mais là aussi, c'est toujours le même principe que je vous ai dit, je vous ai cité tout à l'heure. C'est le problème de retrait. Le retrait, une fois qu'on a fait les enduits, on a réalisé les enduits, on a terminé la partie gros œuvre, souvent, en fonction de la comme on dit, ça prend sa place. On dit le bâtiment prend sa place, les éléments prennent leur place, et des fois, vous avez cette manifestation de petites fentes pas esthétiques qui peut inquiéter puisqu'elle est horizontale, mais en réalité, pour le moment, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais j'avoue que là aussi, je pense que la qualité d'exécution joue.
Et puis, vous avez les fissures verticales. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que c'est de l'autre sens, en général dans les coins des maisons, dans les angles. Et par contre, là, c'est toujours pareil, hein, le chaînage. Alors, le chaînage, c'est la partie de l'ossature qui permet de relier des éléments horizontaux. Et donc, pareil, donc ça peut être un poteau, ça peut être un raidisseur. Et le même principe, ça veut dire que suivant la réaction du bâtiment, parce qu'un bâtiment, comme je vous l'ai dit, réagit naturellement, ça veut dire qu'il prend sa place. Donc, ça peut être à peine perceptible et bonjour, vous avez la fissure. Donc, nous sommes toujours dans les fissures fines. Et puis, nous avons aussi les fissures en escalier. Alors, il y a plusieurs degrés, hein. Il y a le degré, on va dire, pas très important. Ça veut dire que c'est juste de l'esthétique, encore une fois. Nous allons voir plus loin que ça peut être plus grave. Et puis, donc ça concerne toujours les murs, hein. Donc, ce sont en général des murs en briques ou en parpaing. Et puis, vous avez des fissures en moustache, donc, qui sont souvent obliques et qui partent en général des angles des ouvertures. Donc, ça, souvent les fenêtres, quelquefois les portes. Ça, je suis certain qu'il y en a pas mal chez qui on retrouve ce genre de manifestation. Alors, ce qu'il y a à faire, hein, la conduite à tenir, c'est qu'il faut, de la même manière que je l'ai dit précédemment, surveiller l'évolution de ces fissures. Et donc, ça se trouve, vous aurez une fissure comme ça qui restera 10 ans et qui ne bougera pas. Pourquoi elle est là? Ben, c'est parce qu'à un instant T, il y a eu un petit mouvement de terrain, peut-être, des fois pas très important, pas très préjudiciable pour le bâtiment. Mais il se trouve que la fissure apparaît et ensuite, si vous constatez avec le temps qu'il n'y a pas d'évolution, donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Par contre, si vous voyez qu'il y a une évolution, nous allons voir plus loin comment suivre un petit peu l'évolution des fissures dans son habitat. À ce moment-là, il faut de la même manière avoir toujours le recours aux professionnels. Et donc, le troisième grand groupe de fissures, c'est les grosses fissures. Donc, elles font en général plus de 2 mm de large. En général, et elles sont les conséquences d'une instabilité du terrain. Donc, le terrain, ça veut dire que le terrain a eu un mouvement très important. Il est souvent résultant de phénomènes climatiques. Donc, la sécheresse, les pluies diluviennes, les choses comme ça, des choses, on va dire, importantes, les intempéries, les changements de climat, qui font que, notamment sur des terrains de nature argileuse, on a ce phénomène qu'on appelle le retrait gonflement. Donc, pour l'anecdote, vous avez certainement constaté que le carême de l'an dernier a été particulièrement éprouvant. Et donc, les sols ont été très secs. Il y avait très peu de précipitations. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des maisons ont subi ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a eu 3-4 mois extrêmement secs. Et une fois que la saison des pluies est revenue, et donc là, je pense que tout le monde le sait, on a eu le total inverse, c'est-à-dire qu'on a eu de fortes précipitations et le phénomène de retrait-gonflement, on l'a retrouvé un peu partout. Et d'ailleurs, pas mal de gens nous ont sollicité au CAE pour des problématiques de ce type. Alors, c'est assez spectaculaire. Donc, nous allons faire un petit peu plus loin. Vous allez voir qu'il y a des cas où il faut vraiment s'inquiéter. Bon, alors, les fissures traversantes, donc c'est une composante des grosses fissures, c'est-à-dire que vous avez les traversantes et les fissures en escalier. Donc, la différence avec tout à l'heure, c'est que nous avons toujours la même manifestation de fissures, soit verticales, soit obliques, ou soit en escalier. Mais la différence, c'est qu'elles sont traversantes, et ça veut dire qu'elles traversent, c'est-à-dire que toute la paroi est concernée par la fissure, c'est-à-dire qu'elle est visible des deux côtés de la paroi. D'accord? Et donc, ça peut être, même si par exemple vous avez du carrelage, du plaquage, des briques, doublage, du plâtre, tout ce que vous voulez, une fois que la fissure a été localisée, c'est tous les matériaux qui sont concernés.
De même, pour la fissure en escalier, dans ce cas de figure, si le sol est vraiment déformé, d'accord? Donc, vous avez le même phénomène, mais c'est-à-dire que la fissure sera beaucoup plus large que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment une vraie lézarde, ce qu'on appelle une lézarde. Et évidemment, là, ça veut dire que le bâtiment a subi un tassement. Nous le verrons tout à l'heure également. Donc, si vous voyez bien, vous voyez bien sur les photos peut-être, ça suit un peu le mouvement des briques. C'est assez spectaculaire. Donc, à l'instant, je vous parlais des lézardes et donc les crevasses, qu'on appelle les crevasses aussi. Donc, ce sont des fissures très graves. D'ailleurs, vous voyez bien, jusqu'à 2 ou 3 cm, ça veut dire que là, on est vraiment dans du désordre important. Et donc, c'est pareil, hein, elles sont le résultat d'une instabilité du terrain ou de l'assise de la construction. Donc, les mouvements de la structure peuvent conduire à ce qu'on appelle des tassements différentiels. Ça veut dire que vous avez une partie de la maison qui part dans un sens, qui suit le terrain, mais de manière spectaculaire. Donc, souvent, on a ce genre de phénomène, par exemple, en cas de séisme. Et donc, le résultat, c'est que vous avez des grosses fissures. Et là, il faut vraiment s'en inquiéter. C'est-à-dire que là, il n'est plus question d'esthétique, il n'est plus question de je vais reboucher vite fait. Là, il faut vraiment s'inquiéter. Parce que ça veut dire que votre bâtiment, il devient vulnérable. Il est vulnérable et là, il y a un certain danger pour les occupants de la maison, en fait. Et puis, comme j'ai indiqué aussi, ça peut être aussi le résultat d'une malfaçon. Ça veut dire que si les travaux n'ont pas été exécutés suivant les règles basiques de la construction, donc au final, vous avez cette conséquence, c'est-à-dire que votre construction, eh bien, écoutez, elle n'est plus sécurisée, elle n'est plus viable. Et donc, là, l'inquiétude, je vous dirais, elle est réelle. Et puis, forcément, les ordres vastes jusqu'à 2-3 cm de large, ça veut dire que vous êtes exposé à l'humidité, forcément. Parce qu'à ce moment-là, l'eau, c'est un chemin idéal pour l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'ailleurs de fissures infiltrantes. Donc, assez souvent, nous avons ce genre de phénomène, c'est-à-dire que les intempéries, la pluie, ou je ne sais pas, ensuite le mouvement de terrain, ensuite la maison se fissure, et ensuite vous avez l'eau qui entre. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un danger à la fois pour le bâtiment lui-même, mais également pour les occupants. Et donc, plus que jamais, vous n'avez pas d'autre choix que de vous retourner vers un professionnel, un spécialiste, d'une part pour analyser les événements, l'événement en question, et pour faire des propositions pour y remédier, quand c'est possible, bien sûr. Et donc, comme je disais, il ne faut pas vous dire je bouge, je cache et je n'en parle plus. Parce que souvent, quand on pense avoir résolu on va dire, ce qu'on estime inesthétique, dans un cas comme ça, des fois, il y a des gens qui s'improvisent et finalement, vous n'avez pas eu de problème, vous l'avez juste retardé et ne vous étonnez pas qu'il ressurgira ailleurs dans votre construction. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de spécialistes. À travers ces photos, vous voyez bien que là, on ne parle plus de la même chose. Vous avez vraiment votre cloison, vos parois, vos façades qui sont fragilisées, on va dire. Donc, comment reconnaître la gravité d'une fissure? Donc, par rapport à tout ce qu'on a abordé, donc, il faut réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de fissure. Donc, je vous ai mis un petit peu la marche à suivre de manière générale. Donc, ce qu'on peut faire déjà soi-même, à condition que, bien sûr, les fissures ne soient pas spectaculaires, on va dire la dernière partie que j'ai présentée là. Donc, vous pouvez, par exemple, mesurer les fissures, tout simplement, hein, c'est tout à fait possible. Vous les mesurez. Ensuite, vous mettez des témoins de fissures. Donc, effectivement, il y a des dispositifs que les professionnels sont habilités à utiliser et
ne sont pas forcément à la portée de monsieur tout le monde, mais il y a toujours des moyens avec des systèmes de, de, je ne vais pas dire de scotch, mais de fixation, de choses. Vous pouvez voir, vous mettez des marques, vous mesurez, vous observez, vous prenez des photos. Ce sont des choses qu'on peut déjà faire. Et vous observez à moyen terme, ça dure quelques semaines, quelques mois. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution particulière, donc ça veut dire qu'en ce moment-là, on dira que la fissure, elle est stable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de risque d'aggravation des choses. Par contre, si ça s'élargit, pareil, il faut admettre que le professionnel des fissures et en général de la construction ne sont plus à même de faire d'y remédier, on va dire. Quel professionnel faut-il solliciter? Vous avez plusieurs possibilités. Officier de justice, bureau de contrôle, expert en pathologie du bâtiment et géotechnicien. Donc, je vais expliquer tout ça. Donc, en général, lorsqu'on a un souci de fissure, on est inquiet, on a un doute, l'idéal, c'est de faire appel à un bureau de contrôle. Il fera un constat, il prendra les photos, etc. L'expert en pathologie du bâtiment, c'est un petit peu pareil, mais peut-être fera une étude un peu plus approfondie, il vous rendra un diagnostic avec ses conclusions et il vous dira, par rapport à cette problématique, voilà ce qu'on pourrait faire. Le géotechnicien, pareil, c'est pour les cas, effectivement, les cas qu'on a abordés tout à l'heure, des cas assez graves, assez importants, comme on a eu pas mal d'exemples l'an dernier après les intempéries. Et donc, quelquefois, on est obligé d'analyser le sol pour comprendre où il y a la faiblesse et éventuellement, quelles sont les possibilités de remédier à cette fragilité de toute ou partie du bâtiment. Alors, j'avais mis l'huissier de justice. Alors, l'huissier, en général, c'est plus pour mentaliser, on va dire, à un instant T, un désordre, un dommage. Donc, c'est plutôt dans ce sens qu'il intervient. Ça veut dire que s'il y a une problématique de fissure, qui est peut-être liée peut-être à autre chose, hein, parce que ce n'est pas forcément la maison en elle-même, ça peut être autre chose. Donc, l'idéal, c'est de le solliciter pour, à ce moment-là, vous dites, bon, à l'instant T, à aujourd'hui, après telle intempérie ou après tel événement, nous avons constaté un certain nombre de fissures à tel endroit, à tel endroit. Donc, c'est une sécurité. Ça veut dire que si dans 3 mois, il y a une aggravation du phénomène, on ne sait jamais. Par exemple, je m'avance un peu, mais souvent, ça peut arriver que vous n'êtes non pas propriétaire, mais locataire. C'est une façon aussi peut-être de se couvrir, hein, parce que si demain matin, quelque chose s'aggrave et que vous n'avez jamais rien signalé, on vous dira, mais vous n'avez jamais rien dit. Et voilà, quoi. Donc, ça aussi, c'est tout le bon réflexe. N'essayez pas d'improviser, quoi. Dire, bon, c'est pas grand-chose, je vais au boucher, ça ira. Des fois, il faut quand même se poser et se dire, bon, même si ça a un coût, parce que ça a un coût quand même, solliciter ces professionnels, il faut mieux leur demander d'intervenir, en fait. Et puis, bien entendu, les professionnels du CAUE, c'est-à-dire les conseillers du CAUE, donc on peut donner un avis sur le sujet, c'est-à-dire vous pouvez parfaitement nous solliciter pour une question de fissure à votre domicile, tout en sachant que nous ne sommes pas habilités à faire des expertises, à réaliser des expertises. C'est-à-dire que nous viendrons, par exemple, sur photo, ou alors même en décrivant un petit peu ce que vous avez comme problème chez vous, on peut vous donner un avis, tout simplement. Et donc, ça vous permet déjà de vous situer, peut-être de vous rassurer dans certains cas. Et après, en fonction peut-être par rapport à des photos, peut-être par rapport à des visites à domicile également, à ce moment-là, si on estime qu'il faut aller un peu plus loin dans la démarche, à ce moment-là, on vous orientera vers ces fameux professionnels. J'ai détaillé un petit peu au niveau de l'expert en bâtiment. Donc, il utilise un certain nombre d'appareillages, de dispositifs pour mesurer ces fissures, les immortaliser entre guillemets et surtout suivre leur évolution. Donc, le diagnostic qu'il vous rend, donc il fait d'abord de l'observation, une analyse qu'est-ce qui a pu causer ces fissures.
Bon, il estime les risques. Hein. S'il y a un risque, par exemple, s'il y a un risque pour les occupants, il faut qu'ils le disent. Et il fait ce qu'on appelle une feuille de route, il fait une feuille de route pour traiter la fissure, c'est-à-dire pour apporter des solutions pour y remédier. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, il y a ce qu'on appelle un déformètre. Les témoins, comme les témoins, je vous dis, c'est une espèce de petites choses qu'on colle. Et si ça ne s'est pas cassé, ça veut dire que la fissure est stable. Donc, vous avez des formètres, vous avez ce qu'on appelle aussi la jauge. Ce sont des appareillages qui permettent sur un support donné de mesurer l'évolution, la taille déjà et l'évolution de cette fissure. Donc, forcément, ce sont donc des dispositifs, des appareillages qui sont réservés aux professionnels. Maintenant qu'on a parcouru un petit peu les différentes fissures existantes, ce qu'elles peuvent faire comme dégâts, les risques, le côté rassurant ou pas rassurant. Donc, alors, on va voir vraiment de manière, nous allons aborder ce qu'on appelle les traitements envisageables. Donc, il ne s'agit pas de vous dire voilà comment il faut faire dès demain, oui, allez-y. Ce sont simplement pour vous montrer un petit peu ce qu'on utilise en général pour traiter les fissures, en tout cas, notamment les moins risquées, les moins problématiques. Donc, il y a un certain nombre de produits, tout simplement, qu'il faut adapter à la fissure, c'est-à-dire déjà d'où elle vient. Est-ce que c'est une dalle? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est une poutre? Donc, en fonction du support et de l'impact de cette fissure, donc il y a un certain nombre de produits. Donc, je les cite rapidement. Donc, c'est l'enduit de rebouchage, l'enduit de lissage, l'enduit de façade, que tout le monde connaît, bien sûr, et ce qu'on appelle aussi la résine expansive. Donc, la résine, je dirais qu'on l'utilise plus pour les phénomènes un peu plus importants. Et les enduits, donc en général, c'est pour reboucher un petit peu ce qui a apparu, pour en fait les faire disparaître et donc avoir une intervention de peintre, en fait. À ce moment-là, vous avez déjà fait disparaître vos fissures et en même temps, vous redonnez un peu l'esthétique à votre support. Et également, je vous propose également le côté assurance, c'est-à-dire, bon, c'est pas forcément. Bon, il faut l'aborder hein, parce qu'il s'agit quand même de bien faire les choses. Les dommages, les dégradations, les autres ont été identifiés. Après, il faut savoir vers qui on peut se retourner, parce que dans certains cas, il y a moyen quand même de se retourner vers ceux qui seraient, entre guillemets, à l'origine du problème. Et puis, il faut aussi parer à tout ce qu'on appelle événements climatiques, à tous les événements climatiques. Ça veut dire que bon, la nature a fait ce qu'elle avait à faire, mais bon, il faut essayer de remédier à tout ça. Donc, bien entendu, il faut être assuré. Et donc, la notion de catastrophe naturelle, donc, vous avez certainement entendu parler. Donc, au-delà de tout ce qui est cyclone, tremblement de terre, inondation, il y a également le traitement des fissures. Il y a moyen de prendre en charge les fissures. Donc, bien entendu, il y a tout un parcours. Les fissures, donc il y a une déclaration de sinistre à effectuer. Donc, je suppose que l'assureur va confier la mission à un expert, constater ce qui se passe chez vous, et ensuite, en fonction de votre contrat, des clauses de votre contrat, vous allez être indemnisé par rapport à ce qui a été constaté. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la garantie décennale, c'est-à-dire que pendant les 10 ans de votre construction, les 10 premières années, en cas de malfaçon, en cas de problèmes qui engendrent notamment donc, ces fissures, vous avez la possibilité d'activer la garantie de dommage ouvrage qui donc prend en charge, pourrait prendre en charge ces malfaçons. Et puis, effectivement, dans le cadre d'une maison vendue, ça peut arriver, ce qu'on appelle la garantie vice cachée, c'est-à-dire que la fissure n'était pas là au moment de l'acquisition, et après, vous avez la mauvaise surprise, et donc, vous pouvez, dans certains cas, à condition de prouver, bien sûr, indiquer qu'il y a un souci et qu'il faut faire jouer votre assurance.
Donc, comme je le disais, votre contrat d'assurance, souvent, ne fait pas très attention à notre contrat, mais prenez le temps de vérifier que, au-delà évidemment des dommages habituels, tout ce qui concerne les fissures, il y a des choses possibles. Il faut bien vérifier que votre contrat vous permet de vous retourner contre le constructeur ou peu importe pour remédier à cette problématique. J'ai abordé également la copropriété. Donc la copropriété, c'est un petit peu les mêmes dispositifs, c'est-à-dire que la décennale peut s'enclencher à partir du moment où on constate un désordre de ce type. Et donc, bien entendu, tout ce qui concerne les copropriétés, c'est décidé en assemblée générale. Donc, pareil, c'est le même principe. Hein, on signale, l'assemblée générale désigne un expert et ensuite, le diagnostic est posé. Et en général, ça se passe quand même assez bien. Je ne vais pas m'avancer plus parce que je n'ai pas vraiment le volet que je voulais aborder, mais il fallait quand même en parler de tout ce qui est assurance parce que un bâtiment, c'est quand même, il y a quand même des risques, hein, il y a toutes sortes de risques. Et donc, vous avez tout intérêt à l'assurer. Et évidemment, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un sinistre, n'hésitez pas à saisir l'assurance. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et donc, si vous avez des questions, si vous voulez un petit peu détailler un petit peu par rapport à ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour vous répondre. Je peux vous poser, bonsoir, c'est Guylaine Bonsoir. Régal. Je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Merci, c'était très succinct, très précis et j'ai eu toutes les informations que je voulais. Je viens de faire réaliser un mur entre ma maison et mon voisin, un mur de 27 mètres. Et la hauteur, il doit être sur peut-être 1,60 m, moins de 2 mètres en tous les cas. Et il y a 3 mois, et je vois apparaître des petites fissures à partir du milieu du mur, à peu près sur 10 mètres. À partir de 10 mètres, puisqu'il y en a 27, je vois des toutes petites. Malheureusement, elles n'étaient pas dans votre... Elles sont verticales. Hein? Elles sont verticales. Oui. Pas obliques. Pardon? Elles ne sont pas de travers, elles sont verticales, on me dit. Verticales, elles partent du haut vers le bas. D'accord. Alors, il y a deux possibilités. Hein? Et à cause de le mur, il a été livré il y a 3 mois. Oui, justement. Donc, déjà, si donc, il y a une certaine garantie, vous êtes dans la décennale, parce qu'il est soumis à la décennale, hein, même si c'est un mur de clôture. Oui. Ça aurait été bien si c'était ce qu'on appelle les fissures de retrait. Donc, les fissures de retrait, ça veut dire que vous coulez votre voile de béton. Quelques semaines, quelques mois après, vous avez ce phénomène-là avec des petites fissures qui apparaissent. Alors, des fois, elles sont minimes, on les voit à peine, mais des fois, effectivement, elles sont mal placées et ça prête à confusion. On peut penser que c'est une fragilité. Et puis, dans l'autre cas, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conception ou de la réalisation. Parce que vous savez qu'un mur de clôture, hein, bon, je ne sais pas si c'est un mur de soutènement, il y a deux solutions, comme je le disais. C'est soit ce sont des fissures de retrait, donc c'est juste le retrait du béton, ou malheureusement, des fois, ça peut être lié à la conception. Donc, à ce moment-là, il faudrait peut-être faire jouer la garantie décennale et donc interpeller celui qui vous a réalisé cet ouvrage et donc le relancer de manière déjà téléphonique éventuellement. Et si ça ne suffit pas, lui faire une relance écrite lui demandant de revenir sur son ouvrage voilà, quoi, de manière à ce qu'il donne une explication déjà au niveau de la réalisation de l'ouvrage. Donc, a priori, comme c'est vers le milieu, je pense que c'est... Bon, je n'ai pas assez d'informations pour vous répondre. Donc, si vous voulez peut-être me donner des éléments par la suite. La technique, c'est une toupie qui est venue couler du béton. Oui. Et il y avait des espèces comme une gaufre en plastique qui était, vous voyez, c'était avec cette technique-là qu'ils ont utilisé.
parler du drain. Comme des grosses gaufres. Ils ont fait un mur de gaufres en plastique, comme un moule à gaufres, vous Tout à voyez? fait. Je Et sais. ils ont coulé et Oui, le oui, béton a été coulé. oui, c'est des banches, c'est des petites banches. Mais au lieu qu'elles soient en métal, elles sont un peu plastifiées. Mais c'est pas. Voilà, c'est ça. Ouais, donc en fait, mais je vous disais, je posais la question, est-ce qu'il y a, il y a une différence de niveau entre les deux, entre chez vous et le voisin? Est-ce que le mur fait office de mur de soutènement en même temps? Il fait office de mur de soutènement, mais c'est juste parce qu'on a creusé, il y avait une clôture, qu'on a enlevé la clôture pour faire le mur. D'accord. Alors là, Donc, c'est le mur, il est dans le sol à peu près sur moins 2 mètres, à peu c'est près ça, parce peut-être qu'il faut, il maximum faut une 1 mètre. fenêtre, c'est normal. Et il y a un drainage? Ils ont fait un drainage Oui, derrière? oui, il y a un drain, il y a un drain. Ils ont D'accord. mis un drain. D'accord. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, hein, 3 mois, vous êtes largement dans la garantie. Donc, il ne faut pas hésiter à le rappeler. D'accord. Déjà, voir ce qu'il vous donne enfin, qui vous dit quelque chose, quoi. Explication. Hmm. Explication, voilà. Oui, Dans un d'accord. premier temps. Dans un premier temps. Hmm. D'accord. Ah ben, je ferai quand même appel à vos Par services contre, ce qui serait pour avoir un intéressant, coup. c'est peut-être de prendre des photos et puis de nous envoyer par mail. Alors, D'accord. effectivement, euh, la technologie et le direct a Numérique. compris que je ne me suis pas présenté. Je m'en suis désolé, j'en suis désolé. Donc, je me présente, Michel Boucher. Donc, effectivement, je suis joignable par rapport à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me rappeler par la suite. Je vous laisse le téléphone de ma ligne directe, le 05 96 70 17 60. Autre réaction, autre question? C'est bon. Bonjour, Bonjour. bonsoir. Bon, plutôt, oui. Euh, oui, je suis bien contente de vous avoir. Alors, moi, je ne sais pas encore par rapport à ce que vous avez dit concernant les fissures, donc je vais vérifier, mais je voulais plus des contacts concernant les professionnels. Vous avez dit qu'il faut voir un expert et quand on va dans l'annuaire, il y en a pas mal. Et j'aurais aimé avoir vos conseils pour trouver éventuellement quelqu'un qui puisse m'orienter parce que les fissures, je pensais qu'elles étaient apparemment bénignes Bénigne. puisque, voilà, puisque j'avais fait faire rebouchage comme vous avez dit et tout, mais apparemment ça revient et je me demande si ce n'est pas un problème plus grave Structurel. d'infiltration d'eau ou autre chose. Donc, D'accord. je voulais avoir quelqu'un de sérieux pour pouvoir venir me faire un bon diagnostic pour que je ne fasse pas justement juste un petit coffrage et puis après on repart dans les On mêmes prend dans choses, la même les mêmes chose. soucis. Au niveau du CIE, déjà, à la base, on ne donne pas de Non, nom. mais vous pouvez me donner au moins 3, comme je dis. Après, je choisirai Après, vous parce allez que, choisir. voilà, au D'accord. moins Alors, 3. Comme ça, je sais que c'est la spécialité de la personne, c'est ça, quoi. voilà. Alors, ce que je peux vous proposer, donc comme j'ai donné mon adresse mail, envoyez-moi un message à mon adresse mail et à ce moment-là, je vous renvoie en pièce jointe une liste. Vous avez dit qu'en premier, il y a le bureau de contrôle, après, il y a l'expert en pathologie et il y Oui. a le géotechnicien. Alors, Ça moi, dépend de la gravité. Tout voilà. dépend de la Alors, du gravité coup, des choses. Oui, voilà. Alors, du coup, justement, moi, je n'aurais pas 10 000 sous à payer un premier qui va me dire qu'il faut prendre un deuxième, qu'il faut prendre un troisième. c'est clair. Donc, je voudrais que vous me disiez, dans le cas présent, si j'ai des soucis, qui faut que je vois, l'expert, le générotechnicien ou le bureau de contrôle? Ben, déjà, je n'ai pas assez d'éléments pour répondre. Je n'ai pas assez Ouais, il d'éléments. faudrait que je vous envoie les photos des Une murs photo, une ou alors. deux photos déjà, et puis peut-être me faire un petit historique de ce qui s'est passé. Et en fonction, je vous rappelle, et puis oui, il faudrait quand même que j'ai plus d'éléments. D'accord. Est-ce Donc, que ça, alors, ça concerne la maison en elle-même? C'est quoi? Eh ben, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu. C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me le signaler. Je n'ai Oui, pas vu justement. Et comme je savais que j'avais réservé déjà votre conférence, j'ai dit, eh ben, ça d'accord. tombe bien. Je vais me renseigner et je vais Déjà, pouvoir savoir c'est ça. ce Donc localiser, il faut localiser la fissure. Il faut savoir où est-ce que c'est. Est-ce que c'est au niveau, est-ce que c'est sur une façade? Est-ce que c'est un mur intérieur? Est-ce que c'est un sous-sol? Vous voyez, il faut bien localiser.
Et à ce moment-là, à partir de là, bon, je vais peut-être mieux vous éclairer. Petite question, comment procéder dans le cas de logements sociaux? Donc, c'est le propriétaire du logement qui est responsable de tout ce qui est structurel, hein. Donc, c'est le bailleur, hein, il faut lui faire un courrier, à mon sens. Il faut faire un courrier, courrier simple, peut-être recommander s'il n'y a pas de réaction. Déjà, si vous êtes en résidence et que vous avez, ne serait-ce que le concierge, le responsable du site, déjà lui signaler. C'est ce que j'aurais fait déjà. Peut-être photo à l'appui, lui montrer un petit peu ce qui ne va pas, parce que je n'ai pas plus d'éléments, hein. J'ai juste une question. Et en fonction, si ça ne suffit pas, faire un courrier au bailleur, en fait. C'est ce que je vois. Si vous avez d'autres réactions, éventuellement. Et si vraiment, je ne sais pas si je peux parler, Je vous en prie, si vraiment, je dis n'importe quoi, le technicien voit que les problèmes sont graves, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? On est obligé de quitter la maison, on est obligé de faire… qu'est-ce qu'il y a en général comme possibilité? Quitter la maison, c'est une solution extrême, mais ça arrive, hein. En fait, tout dépend des conclusions qui vous sortira. S'il estime qu'il y a des possibilités de réparer, de consolider, à ce moment-là, les travaux seront évalués et réalisés. Alors, et si le problème de, je suis en train de réfléchir, si le problème d'infiltration d'eau viendrait de l'eau du voisin qui n'est pas canalisée, est-ce que c'est encore autre chose? Oui. On peut pas intervenir. On peut pas intervenir. Lorsqu'on veut interpréter tout ce qui est désordre, tout ce qui est problématique, problème technique, assez souvent, il faut faire par élimination. C'est-à-dire que des fois, quand on cherche l'origine d'une fissure ou d'autre chose, hein, d'un autre dommage, des fois, il faut remonter très loin. Ça peut être le voisin, ça peut être la route, ça peut être le caniveau, ça peut être une canalisation souterraine. Bon, ça, c'est vraiment les cas extrêmes. Bon, je n'ai pas assez d'éléments, en tout cas, visuels. D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir, quoi, parce que, comme je dis, on aura une façade, mais le problème, c'est comme on soigne un bobo, mais la cause, il faut la trouver aussi, quoi. On soigne un membre et puis il y a les autres membres qui ne sont pas soignés. Voilà. Alors, il faut savoir quand même, hein, d'une manière générale, je le dis, tout ce qui concerne les désordres, les petits soucis au niveau de la construction, quel qu'il soit d'ailleurs, le CIE est habilité à vous renseigner, vous conseiller. Toujours pareil, donc nous sommes une équipe qui nous déplaçons de temps en temps lorsque c'est nécessaire. Et donc, soit par photo, soit par visite de site, on peut peut-être se faire une idée et peut-être vous donner déjà des premiers éléments de réponse. Ça, c'est sympa, ça, c'est bien. Tout en sachant que nous restons au niveau du conseil, quoi. Neutre, vous voilà. Vous savez, des fois, 5 minutes, on regarde 5 minutes, ça peut faire plus que… Ben oui, l'œil d'un professionnel, ce n'est pas la même chose, c'est évident. C'est pour ça que, de toute façon, il ne faut pas hésiter, quoi. D'accord. Donc, un petit écrit pour situer un petit peu les choses, essayer de mettre un maximum d'éléments de précision. Et puis, en fonction, je reprends contact avec vous à ce moment-là. OK, c'est très gentil. Merci beaucoup. Pas de mal. Une autre réaction, éventuellement? N'hésitez pas, il y a encore du temps, on a encore le temps d'échanger. Sachant qu'on pourra toujours poursuivre cet échange à notre siège par téléphone, en fonction. Si vous voulez des questions plus pointues, plus précises, on pourra toujours en débattre par la suite. C'est un sujet très, très brûlant. Mais on est… ou alors j'ai très bien expliqué, il n'y a plus de questions, quoi. Non, c'est vrai que c'était bien expliqué. Bon, mais après, comme je dis, voir la fissure, c'est une chose, mais après, trouver les causes. Ouais. Voilà, les causes et la solution, c'est autre chose. Parce que voir des fissures, tout le monde les voit. Bon, moi, je vois une petite fissure en bas de mon mur, je panique. Et puis, peut-être que vous allez me dire, ah, mais non, mais c'est normal, c'est le ciment qui n'a pas été bien fait. Parce que mais souvent, c'est ça, vous savez. On a piqué, et puis que la personne a cassé le morceau que vous avez vu. Et
Voilà. C'est normal. Vous Voilà. avez bien illustré les choses. Et il faut savoir quand même que, par exemple, le CIE, nous avons un certain nombre de sollicitations, des gens qui nous appellent, qui viennent aussi au siège. Hein. Et, Moi, j'ai eu affaire au CAU il y a et j'ai quelque eu temps, de très bons conseils. J'avais M. Volny que je voyais et tout à fait. il m'a donné d'excellents conseils. Donc, je garde un bon souvenir du CAUE à cause de ça, quoi. D'accord. En tout cas, la question des fissures, c'est une question qui revient fréquemment, chaque année, souvent. Surtout De qu'ici, préférence, on a et la sécheresse et l'humidité des pluies. l'humidité et le On a séisme. les deux. Les Et séismes. le séisme, Oui, oui. tout à fait, tout à Parce que fait. vous savez, nous avons des micro-séismes que nous ressentons à peine, mais que la tout à maison fait, ressent. La maison, elle tout à ressent. fait. Voilà. Oui, Donc, oui, oui, tout à fait. je ne vais pas dire qu'il faut relativiser, mais ça fait partie un petit peu des choses, quoi. Nous sommes dans un site vulnérable et donc voilà, il faut fonctionner avec, il faut sécuriser il faut sécuriser nos bâtiments et voilà. Une fois on a éliminé l'aspect risque du bâtiment, même si après il y a un petit peu d'esthétique, parce qu'il y aura toujours des fissures, comme je l'ai dit en introduction, donc il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a sécurisé, on peut se concentrer sur d'autres soucis, comme on dit. D'accord. Non, mais je Alors, vais faire ça. Je vais vous faire des photos, je vais vous les il y a envoyer. quelqu'un qui a raté le début. Alors, elle est disponible sur votre page Facebook. Notre face, alors oui, pas exactement sur la page Facebook, mais nous avons cette émission, enfin cette présentation sera est enregistrée et sera à nouveau disponible, on va dire 24 à 48 heures. Donc, on vous envoie la réponse écrite. Et ça devrait être possible. Et puis, n'hésitez pas, bien entendu, à nous appeler. Alors, il y a quelqu'un qui veut parler. Oui, bonsoir. Enfin, oui, Bonsoir. bonjour. Je ne sais pas si ma question elle est tout à fait Dans le thème. exactement dans le sujet. Elle est un Mhm. peu dans le thème. Je ne sais pas si elle est tout à fait dans le sujet, mais comme il n'y a personne qui se manifeste, du coup, j'en profite pour la poser. J'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps de nouveaux bétons avec des organismes vivants. De quoi Euh, excusez-moi, je n'ai pas un bien nouveau saisi. béton Ah oui, d'accord. un nouveau béton qui intégrerait des organismes, enfin, des espèces de Les microbactéries, composants. Mhm. ouais, mais des composants organiques. Et en fait, à la fissure, c'est la fissure permettant l'arrivée de l'humidité activerait ces bactéries qui, Mhm. au contact de l'air et de l'eau, fabriquent en fait une espèce de calcaire. Et donc la D'accord. Donc, fissure, ça voilà, reboucherait en fait. exactement. Alors j'imagine que c'est dans des tailles de fissures limitées, mais je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça et si c'est quelque chose qui pourrait être envisagé à la Martinique, qui est particulièrement sollicité par Je les sais, micro-séismes. je sais qu'il y a un certain nombre de bétons qui existent et il y a beaucoup de tentatives d'améliorer. Je n'ai pas la réponse précise, mais je sais il y a pas mal de béton, comme je disais. Déjà, on améliore la résistance, mais on améliore peut-être aussi le temps de séchage, le temps de solidité, enfin, le temps de solidité, etc. Non, je n'ai pas cette information, mais je vais Ok. très certainement me renseigner. Mais bon, c'est vrai que notre climat et puis nos particularités au niveau, comme je disais, du séisme, etc., font que oui, nous les techniciens, nous serons très preneurs de ce nouveau produit. Donc forcément, si le produit permet en tout cas d'éviter ne serait-ce que les fissures, les premières fissures, les fissures de retrait, les fissures esthétiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Ça c'est effectivement expérimenté. Il y a déjà des choses qui existent, hein, mais comme vous m'avez simplement dit un nouveau béton, je n'ai pas vraiment le détail, donc il faudrait que je me Oui, renseigne. non, mais voilà, c'était pour faire un peu la Non, mais conversation. c'est très bien, c'est très juste. Hein. Ah oui, parce que forcément, comme je disais, la qualité d'exécution, parce que vous pouvez avoir de très beaux plans et de très belles études, il y a là aussi la qualité d'exécution et puis le choix
du matériau, en fait. Parce que si vous choisissez un béton à meilleure résistance et meilleur comportement, puisqu'en fait, le béton, à 28 jours, en moyenne, prend sa résistance maximale. Et il faut savoir aussi que le phénomène de retrait, c'est quelque chose, il y a des essais en laboratoire qui montrent ça. Le phénomène de retrait, c'est quelque chose qui est calculé. Et normalement, c'est bien pour ça qu'on dit aux gens, c'est calculé, donc c'est sécurisé. Mais après, c'est peut-être pas esthétique. Donc, si on peut pallier à tout ça en même temps, mais parfait. Nous sommes preneurs. À suivre. À suivre, voilà, vous avez raison. Alors, le béton, moi je réponds par rapport à ce que j'ai appris, c'est 28 jours. Mais je pense que ça a du choix, il y a des variantes en fonction de la composition de ces bétons, mais en moyenne, c'est ça, c'est 28 jours. 28 jours, 4 semaines, exactement. Mais ça, évidemment, ça, c'est pas, comment dire, lorsque les chantiers évoluent, ça, on ne se rend pas forcément compte. Les chantiers se font à la chaîne, les dalles, les niveaux se font à la chaîne, etc. Et après, justement, c'est pour ça qu'on dit bien que un bâtiment, il sort de terre, il est construit, mais il n'a pas encore pris sa place et il n'a pas encore pris sa résistance. Et donc ça, effectivement, ça aussi, c'est un paramètre qu'il faut pas négliger. Encore une fois, comme je disais, les phénomènes de retrait font que des fois, on voit un bâtiment fraîchement sorti, décoffré et tout, et après, vous vous rendez compte qu'il y a des fissures qui apparaissent. Et ça, malheureusement, dans certains cas, c'est normal parce que c'est comme ça. Alors, peut-on éviter le phénomène de retrait? Bonne question. Pas à 100% en tout cas. Pas à 100%. Alors, pour la petite anecdote, puisque quand même, comme nous sommes assez souvent sur le terrain, moi j'ai eu l'occasion de visiter, nous avons l'occasion de visiter des maisons très anciennes. Alors, il y a une idée qui est reçue que les maisons d'avant n'avaient pas de fissures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu, les maisons de nos grands-parents, comme on dit, n'avaient pas de fissures. Alors, l'explication, on la cherche toujours. Moi, j'ai toujours entendu ça. Et du coup, l'explication que j'aurais, ce serait peut-être, les gens étaient peut-être plus soignés avant, ils prenaient le temps de bien faire les choses. Bon, après, je n'ai peut-être pas répondu à votre question, mais je vous ai donné un élément, un élément supplémentaire à ajouter à la discussion, au débat. Les maisons d'avant avaient moins de fissures. C'est une réalité, parce que les gens travaillaient vraiment bien. Quand vous dites n'avait pas de fissure, c'est-à-dire, mais est-ce que la composition du béton, du sable, tout ça c'était la même recette? C'est bien pour ça que je suis c'est quelque chose que j'ai toujours entendu, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à aller visiter des maisons des années 50, 40, 50, 60. Les maisons sont nickel, quoi. Vous rentrez, vous regardez les murs, vous dites c'est incroyable. Il y en a, il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Et on se dit, mais finalement, les techniques, les méthodes étaient différentes et les gens faisaient les choses bien, quoi. Après, on peut discuter de la solidité, bien sûr, puisque les normes ont changé. Maintenant, comme je vois que quelqu'un l'a écrit, il y a des études de sol, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui changeront encore. Mais c'est vrai que, pour rester sur le sujet, en tout cas du jour, les fissures, moi j'ai toujours eu ce ressenti des maisons d'avant, les maisons avant, très bien construites, peut-être pas les mêmes normes parasismiques qu'aujourd'hui, c'est vrai, mais les fissures, on ne voyait pas, quoi. C'était très rare. Aujourd'hui, beaucoup de techniques, beaucoup de matériel, beaucoup de calculs, certes, résistantes, j'espère bien. En tout cas, c'est le but, mais esthétiquement, effectivement, j'avoue qu'il y a des choses à redire. Et je pense, je m'avance un peu, mais je pense que je ne dois pas être le seul à le constater. Mais ça, c'est encore un autre débat. Essentiellement, oui, en général, c'était des maisons de plein pied. Voilà. Souvent, il y avait du bois, il y avait un peu de tout, quoi. C'était bien mixé, c'était bien mélangé au niveau des matériaux. Et c'était des petits volumes surtout. C'était des petits volumes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un exemple qui est très bien, hein. J'ai la maison de ma grand-mère, la maison a 102 ans, quoi. Bon, on l'a rénovée déjà entre-temps, plusieurs fois. La maison a 102 ans. Il faut voir, hein. Je vous assure qu'il y a des endroits où vous passez la main, vous cherchez la fissure, il n'y a aucune fissure. C'est nickel. Ben, je je suis désolé, mais c'est une réalité. J'insiste, hein. Bon, après, il ne faut pas remettre en cause les choses, hein. Les règles ont changé, donc on suit les règles, c'est tout. Après, s'il y a des malfaçons, s'il y a des choses à revoir, il y a des procédures, c'est tout, hein. Pas non plus, ce que je privilégie, c'est plutôt la solidité et la sécurité des occupants. C'est sûr, c'est d'abord ça. Quand on veut faire une rénovation, une réhabilitation d'une maison qui a été construite dans les années 60-70, Oui. euh, est-ce que on est... Enfin, je me pose des questions sur la compatibilité des matériaux entre les matériaux, le béton, le type de béton qui a été utilisé à l'époque et le béton qui a été utilisé aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a une personne, un architecte qui est passé à la maison et qui m'a dit fais attention parce que c'est pas que du béton qui a été utilisé. Il y avait, à l'époque, ils utilisaient un mélange de chaux et de béton. Je ne sais pas vraiment quoi faire de cette information. Est-ce que l'entrepreneur saura quoi en faire? Est-ce que il y a la compatibilité des matériaux de l'époque et ceux d'aujourd'hui est assurée? Est-ce qu'il faut refaire tout Alors, toute la la question est pièce? très intéressante, mais après, il faut savoir jusqu'à où vous les réhabilitez. Est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que vous appelez réhabilitation? Parce que si c'est changer les ouvertures, mettre aux normes électriques, refaire la toiture, et même refaire la toiture, vous touchez à la structure, ça dépend de ce qu'on fait. Alors, évidemment, lorsqu'on intervient sur un bâtiment ancien, premier réflexe que je dis aux gens, bureau de contrôle. Ah oui, parce que finalement, bon, en plus, en général, on n'a pas forcément les plans de l'époque déjà, donc on n'a pas l'historique du bâtiment. Donc, surtout ne pas faire l'erreur de laisser l'entrepreneur, quand bien même il travaille bien, s'improviser sur de l'ancien. Il faut éviter ça. Après, comme je vous ai dit, si c'est du second œuvre, si c'est des petits travaux d'appoint, d'embellissement et de modernisation, ça va. Et si vous touchez par exemple à la toiture et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas des poutres qu'on a aujourd'hui, qu'il y avait des petites poutrelles, là, il ne faut pas s'improviser, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu en partie à la question, mais travailler sur de l'ancien aujourd'hui, faut faire attention, quoi. Faut faire attention. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font des choses, ils se disent, mais oui, ça tiendra, on va doubler le poteau, ou bien on va rajouter une poutre. Oui, mais ce n'est pas comme ça, hein, en réalité. Ça se calcule. Ça se calcule. On regarde en fonction de ce qu'on a comme section, comme portée, comme distance. Voilà, quoi. Donc, Ben, a priori, bon, après, je vais venir enfin, deux entrepreneurs et pas un bureau de calcul. Euh, Selon les modifications qu'on demandait, n'impactaient pas trop la structure. la structure, voilà, c'est ça. Voilà. Mais par contre, il y a des fissures qui sont quand même assez, enfin, bon, je dis inquiétantes parce que j'ai un œil profane. Eux, bon, ça les a pas émus Mais de outre toute mesure. façon, il y en aura toujours, hein. Ce n'est pas parce que j'ai dit que les bâtiments sont parfaits. Il y en a, j'ai très bien réalisé. Mais ça n'empêche pas qu'avec le temps, il suffit que le terrain subit soit altéré, un petit glissement, quelque chose comme ça, et ça y est, votre belle maison de 90 ans, elle subit, hein. Donc, si dans ce cas de figure, il n'y a pas trop d'impact, ça veut dire qu'il ne touche pas trop à la structure. Ça veut dire que c'est du second œuvre, quoi. C'est des petits travaux. C'est du faux plafond, des choses comme ça. Du faux plafond, des Mm. menuiseries, Il y a quand carrelage. même une petite, enfin, Il y a de une grosse création d'ouverture, une transformation alors, d'une fenêtre en en porte. porte-fenêtre. Là, vous touchez à Ouais. la structure. Vous touchez à la Et structure. là, on touche à la structure. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. Donc, comme je le constate des fois, parce que ça nous arrive aussi d'aller de conseiller des gens pour des rénovations,
des fois, il y a des gens qui s'improvisent. Ils se disent, mais oui, je vais mettre une porte là, ça passera. Oui, ça passera, certes. Mais jusqu'à quand? Vous créez votre porte, ok, vous avez meulé votre bout de mur, d'accord, mais demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. C'est vrai que j'avoue, beaucoup de gens privilégient le financier à la sécurité, malheureusement, parce que ça coûte cher, un bureau d'études, ça coûte cher, ainsi de suite. Mais ça n'a pas de prix, je suis désolé, ça n'a pas de prix, hein. En tout cas, lorsqu'on va très loin dans la réhabilitation, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut faire. Vous voyez? Ah oui, bien sûr. Si c'est juste remplacement ou changement, remplacement identique, quelque chose comme ça va, ça peut passer. Il y a aussi ce qu'on appelle les murs porteurs et les murs non porteurs. Ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'il y a des murs toujours sous le contrôle, sous la vie d'un bureau de contrôle. Il y a des murs que vous pouvez entamer et modifier sans risque de déséquilibre. Il y a d'autres murs qu'il ne faut surtout pas toucher. Oui, bien sûr. Et puis ça bouge, ça, au cours du temps. Oui. Après, il y Des a murs devenus porteurs. voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des gens, par exemple, me disent on veut rajouter des niveaux, on veut mettre une mezzanine. Enfin, quel que soit ce que vous ferez sur un bâtiment, il va falloir, il ne faut pas s'improviser, quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Quand ça passe, tant mieux, mais des fois, peut-être 15 ans après, vous avez le problème, hein. Vous ne l'avez pas forcément tout de suite, immédiatement, vous voyez. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais là, il ne s'agit pas de... Enfin, surtout vu la taille de la maison, il ne s'agit pas de faire d'improvisation. Mais voilà, je me posais cette question sur la compatibilité des matériaux, sur est-ce qu'il faut utiliser la même chose qu'à l'époque, ou est-ce que de toute façon, les matériaux étant inertes, ils vont rester compatibles. Si vous êtes sur un bâtiment classé, quelque chose comme ça, on peut imaginer qu'on va rechercher le même style de matériaux. On peut classé? Ah non, moi je pas. Si vous avez votre petite maison, ça c'est mon avis, un avis plutôt personnel. Si vous avez votre petite maison à la campagne, bon, je ne vous dirai pas de mettre de l'alu à tout va non plus. Mais, trouver exactement ce qu'il y avait à l'époque, rester dans l'esprit, bon, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément un panel de matériaux à disposition ici, hein, non plus. On n'a pas, on a des choses, oui, on a des choses intéressantes, mais on n'a pas non plus les torts de matériaux, hein. Du coup, on a un peu sorti du sujet. C'est passionnant. Oui, après. Là, on parle de structure, et là, qui dit structure, dit ingénieur, dit d'études. Là, on est déjà dans autre chose, carrément. Ma question à la base, c'était un détail, mais c'était est-ce que pour la gestion des fissures, oui. Est-ce qu'il faut s'attacher pour un vieux bâtiment à chercher un matériau semblable à ce dans quoi était fait le mur à la base, ou non, on peut réparer avec tout ce qu'on fait de plus moderne aujourd'hui. Sous cet angle-là, je vous dis non, vous n'allez pas y arriver, ça va pas être simple. Bon, voilà. Ça va pas être simple du tout. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et donc je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et n'hésitez pas à revenir vers le CAIE. Et de toute façon, sachez que notre rendez-vous webinaire, nous avons chaque mois, en tout cas chaque mois, on essaie de proposer une thématique différente. Donc, restez connectés et je vous dis à bientôt. Alors, voilà. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci pour la qualité de vos interventions. Bonne soirée, à bientôt. Merci à vous aussi.